poser deux questions. La première, c'est qu'est-ce que le parti, le MRC lui-même fait pour... oui, pour le financement des entreprises. Je crois que on attend tellement de nous qu'on oublie parfois que nous ne sommes pas au pouvoir. Nous ne sommes qu'un parti politique d'opposition. J'aurais tellement voulu. Mais croyez-moi, dès que les Camerounais en auront décidé, vous verrez les changements. C'est tout ce que je peux vous dire. À ce stade-ci, nous ne pouvons pas. Parce que quelles sont les ressources d'un parti politique? Ce sont les contributions des militants. Et les contributions ne sont pas élevées. Vous savez que chaque militant statutairement contribue 1200 francs CFA par an. Je ne sais pas par mois. Chez nous, 1200 francs CFA. Et c'est avec ça qu'on fait tout. Le problème, madame, c'est que et les Camerounais, bon, j'allais dire, on va dire que je fais c'est pas de l'autosatisfaction. Mais la vérité, c'est que nous faisons beaucoup avec tellement peu que les gens croient que nous avons beaucoup de moyens. Nous faisons beaucoup avec très peu. C'est ça toute la différence. Et donc, tout le temps, on nous prête des milliards. C'est simplement parce que nous gérons rigoureusement le peu de moyens que nous avons. Depuis 7 ans, pratiquement, madame, nous avons géré près de 1000 personnes détenues, dont nous nous sommes occupés des enfants, des épouses et d'eux-mêmes qui sont en prison. Aucun détenu du MRC, je veux dire, ne peut vous dire que son enfant n'est pas allé à l'école pendant le temps qu'il était en détention. Jamais. Jamais. Aucun ne peut vous dire qu'il a déjà mangé la ration de la prison. On prépare et on leur apporte la nourriture. Aucun d'eux ne peut vous dire qu'il est tombé malade en prison et que son ordonnance, voilà docteur Oko, il est là, que son ordonnance a attendu 24 heures pour qu'on la règle. Aucun. Ceux qui ont eu des difficultés même plus graves, on les a assistés encore même plus graves, de manière beaucoup plus substantielle. Quand vous prenez en charge quelqu'un qui a été brutalisé, torturé, parce que quand on dit ça souvent, les Camerounais, ceux qui sont, on va dire comme ça, les bien-nés, qui sont sur les plateaux de télévision, et qui, eux, ne souffriront jamais, et vous disent que non, les gens racontent n'importe quoi. Quand on vous a torturé, fracturé et tout, et qu'un parti politique peut prendre en charge vos ordonnances pour plus d'1 million, 2 millions de francs, lui, pour une seule personne, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent vous dire cela. C'est dans le secteur informel que vous trouverez qu'il y a le plus d'inventivité. Les Camerounais sont ce n'est pas dans les grandes usines, ce n'est pas l'État. Les Camerounais, les jeunes Camerounais, tous les jours essayent de mettre au point des véhicules, des voitures, par eux-mêmes. Inventent des tricycles, créent des hélicoptères. Parfois ça monte, parfois ça tombe et tout ça, mais c'est eux. Donc ça veut dire qu'il y a de l'énergie, de l'inventivité, et je pense qu'en les accompagnant, on peut effectivement transformer ce qui est un tout petit essai en quelque chose de grand. The second question was, what are the measures? Because you say, maybe there is a misunderstanding on my statement on that point. Parce que vous avez dit que j'encourage en fait le passage du secteur formel, informel, dit informel, informel. Non. Oui et non. Il y a des entreprises qui naissent dans le secteur dit informel, qui vont devenir de grandes entreprises du secteur formel. Mais il y a des entreprises qui ne quitteront jamais le secteur informel. Le secteur informel n'est pas destiné à disparaître complètement du système économique d'un pays. L'erreur des économistes africains, en réalité, sous sans doute la houlette de certains bailleurs de fonds, de certaines grandes institutions internationales, c'était de croire que nos économies, pour qu'elles soient développées, doivent faire disparaître le secteur informel. Il faut qu'on sorte du secteur informel pour aller vers l'économie informelle. Pourquoi est-ce que le secteur informel ne disparaîtra jamais, madame? Tout simplement parce que tout ce que vous appelez le petit savoir-faire, l'artisanat, restera toujours à ce stade. Et on n'a même pas intérêt, et ils ne peuvent même pas s'industrialiser. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui a construit une grande installation touristique et qui, pour faire des lampadaires, a eu recours à des jeunes artisans camerounais.
qui lui ont fait vraiment un travail remarquable à un prix imbattable. Mais ces jeunes artisans ne demandaient pas qu'ils industrialisent. Parce que pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils sont sur des marchés de niche. Donc, il ne peut pas faire une ligne de production. S'il fait 1000 lampadaires, il va vendre à qui? Par contre, il a un savoir-faire qui va lui permettre de produire 50 exemplaires, 100 exemplaires et de trouver son marché et d'être bien. Je vais vous donner un exemple aussi. Effectivement, où on est parti tout petit du secteur informel, où on est devenu numéro 1 mondial. Je vois par exemple le secteur du luxe dans un pays, comme dans les pays européens, je ne vais pas toujours citer les noms parce que bon. Mais où, en réalité, les gens sont partis de savoir-faire familiaux, traditionnels, pour mettre au point un parfum. Et le parfum prend sur le marché, trouve son marché. Et comme justement, à la différence par exemple des lampadaires dont je parlais tout à l'heure, si ça prend sur le marché, ça peut toucher tout le pays et ça peut toucher au-delà du pays et ça devient mondial. Si vous regardez les grands parfums, ça n'est pas né d'abord comme quelque chose qui était dans une usine, process industriel. C'est d'abord quelque chose qu'on invente à la cuisine ou que le papa ou la maman y mettent au point et puis ça prend. C'est comme ça. C'est donc, voilà quelque chose qui va partir de l'informel, de presque discret et grandir pour devenir une marque internationale. Je pense qu'il y a des activités du secteur informel qui vont grandir pour sortir du secteur informel, mais il y a des activités qui vont rester dans le secteur informel, mais qui vont permettre à ceux qui exercent cette activité de bien vivre. De bien vivre, de gagner correctement leur vie, de vivre dignement, de prendre soin de leur famille. Et ne demandez pas, et vous n'espérez pas que cela va devenir justement une industrie de taille mondiale. Donc les deux vont aller de pair. Alors, mais pour les mesures sont celles que j'ai dites tout à l'heure. Il y a plusieurs mesures. Il y a les mesures financières et les mesures en réalité qui ne sont pas strictement financières, qui sont des mesures d'accompagnement que l'État peut mettre en place. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la menuiserie. Take a carpenter. Je dis si, après une formation, nous avons justement des acteurs du secteur de la menuiserie qui produisent des bons meubles, qui peuvent produire de beaux meubles et qui ont des machines et des équipements pour produire de beaux meubles. Je ne vois pas au nom de quoi on peut laisser ces meubles et acheter des meubles importés. Donc moi je vais demander qu'on leur passe la commande publique. Toute la commande publique, parce que nous avons le bois pour produire cela. Je ne vois pas pourquoi le bois camerounais, on va le laisser pour aller acheter un produit, un sous-produit qui est parfois de la sciure qu'on a juste compacté, ou bien, je ne sais pas moi, quel truc plus ou moins aluminium ou plastique qu'on a ajusté. Donc on va faire cela, et ce n'est même pas, j'allais dire, nous n'attaquons même pas là le domaine qui peut être condamné pour pratique anticoncurrentielle. C'est simplement que si vous calculez bien, et ces jeunes sont bien formés, le produit qu'ils vont mettre sur le marché sera à un meilleur prix que ce que vous pouvez importer. Pourquoi? Ce que vous importez n'est pas la même qualité. Ce que je vous dis, ce que les jeunes font ici, c'est avec du bois massif. Le produit importé ne peut pas soutenir la concurrence. Même si c'est un peu plus cher que le produit importé, vous direz non, ce produit importé ne peut pas soutenir la concurrence parce que ça c'est du bois massif et ça c'est de la sciure du bois qu'on a repeint. Donc ça ce sont quelques mesures donc, financières d'abord je vous ai indiqué et non financières qui reposent sur la commande publique mais qui aussi sur la formation pour améliorer les performances et sur l'accompagnement public. Et la dernière question que vous avez posée, ou bien remarque que vous avez faite, vous avez absolument raison. C'est about hygiene. I think it's a crucial point. And it's something that should, all of us should be very sensitive about that. We can't continue with so dirty cities in our country, including our nation capital. It's just unacceptable. But we all have part of responsibility in that situation. Pourquoi je le dis? Nous avons tous une part de responsabilité. Il y a un problème, c'est l'enlèvement des ordures. Mais l'autre problème, c'est la production des déchets.
Et quand vous produisez les déchets et vous les jetez n'importe où, parce que la ville n'est pas sale seulement là où il y a les poubelles. La ville est sale aussi parce que nous jetons les choses n'importe où. Combien de fois vous êtes dans une voiture et le véhicule qui est devant vous, vous voyez quelqu'un passer la main par la ville et jette une bouteille plastique et jette, il a fini de manger, il jette. Mais si vous jetez ça où? Dans votre tête, quand vous jetez ça où? Vous jetez à un endroit où vous allez passer vous-même après. Et vous allez dire que c'est sale. Donc il faut que nous, Camerounais, que nous prenions conscience de cela. Personne ne viendra d'ailleurs pour faire la propreté chez nous. Il faut d'abord que nous soyons conscients et que nous disions, nous voulons que nos villes soient propres, belles, quand nous recevons des étrangers là. Comme nous aimons le nyanga et la bouche là, tout ça, que la personne même va dire que oui, vraiment si j'étais au continent. Je voudrais ajouter, parce que ce point est très important. Vous voyez, nous devons mettre un terme. Mais c'est un ensemble de mesures, mais nous devons mettre un terme. Je sais que ces enfants-là se débrouillent par là pour vivre, mais assez à la vente au feu rouge et au péage. De cette façon, la vente sauvage et anarchique. Ça n'est pas bon. Et c'est même dangereux pour les enfants qui font ça. Je dis dangereux même en termes de circulation, on peut le renverser. Et comprendre que nous arrivons à un niveau où nous devons faire attention, même à nos enfants que nous envoyons vendre dans les rues, à des très bas âges. La vie n'est pas faite que des gens qui sont bien intentionnés. Il y a le bien, il y a le mal. N'exposons pas les enfants à des risques inutiles, sous prétexte juste qu'on veut gagner la vie. Mais si c'est si dur que cela, laissons d'abord les enfants, nous avons l'obligation impérieuse de les protéger. Donc nous devons les laisser là aller nous battre dans la rue pour venir. Nous ne pouvons pas envoyer les enfants vendre dans la rue. Et il leur arrive tout ce que nous apprenons. Ça n'est pas normal. Je ne dis pas que les coupables de ces gens sont excusables, non. Mais je dis il ne faut pas que le risque même existe. Donc de la même façon, je ne trouve pas normal que nous ayons laissé que dans nos villes, prospère cette activité sauvage, anarchique. Parce qu'en achetant, nous y contribuons. En achetant, nous y contribuons. Alors, comme vous demandiez, madame, quelles mesures? Parmi les mesures que je préconise demain, c'est que, il va y avoir des mesures, j'allais dire préventives, d'organisation de la vie commune dans la cité, comme j'ai dit tout à l'heure. Si vous avez, un peu comme j'ai dit, des marchés, des grands marchés couverts, pas des boutiques, où ces jeunes-là peuvent trouver un espace. Certains peuvent même être là simplement pour accompagner ceux qui achètent, transporter leurs bagages. Ça leur rapporte plus d'argent que ce qu'ils font sous le soleil à un arrêt de bus, on le paye. D'autres peuvent être là pour donner un coup de main à la maman qui vend sa nourriture. Toi, tu es là, tu laves les assiettes à la fin de la journée. C'est tout ça, c'est tout un écosystème que nous voulons créer. Mais une fois que nous avons fait cela, si les gens continuent à y aller, il va y avoir des mesures donc répressives. Là, il va y avoir une police qui va être là pour les ramasser. Mais troisième mesure, madame, la répression va être terrible avec le conducteur du véhicule. C'est-à-dire que si tu es à bord de mon véhicule, que ce soit un taxi ou un véhicule particulier, tu n'achètes pas à un arrêt. Parce que si tu achètes à un arrêt, tu m'exposes. Parce que la contravention, c'est moi qui vais la prendre. Et on va prendre le numéro de ta plaque de véhicule. Et on va te poursuivre et tu vas payer la contravention. Donc ça te fera une leçon. La prochaine fois, quand quelqu'un va baisser la vitre, là tu dis, si tu veux faire ça, tu sors de mon véhicule. Et nous allons retrouver une certaine normalité. Je sais que la vie est difficile et les gens se débrouillent pour vivre. Mais nous pouvons, comme je l'ai dit, nous débrouiller en gardant notre ville propre, en gardant un espace de convivialité, de propreté dans l'environnement où nous travaillons. Et je pense que c'est peut-être parce qu'on n'y réfléchit pas assez aujourd'hui que nous en sommes à ces situations-là. Nous avons des solutions pour cela. Et nous allons les mettre en œuvre. Quand j'ai dit, je termine par là, quand j'ai dit que il va falloir que dès le premier jour, nous fassions la propreté dans nos villes. On va curer, enlever les déchets. Pas seulement les ordures, même si entre-temps on a enlevé les ordures, là, tant mieux même d'ailleurs. Mais vous savez que la ville n'est pas sale seulement à cause des ordures. Je vous ai dit, les caniveaux, là où les endroits prévus pour les écoulements des eaux, c'est bouché. C'est ça qui amène le palu partout dans la ville.
J'ai dit devant les médecins, nous allons déclarer le paludisme ennemi public numéro 1. Nous allons combattre ça. Mais vous ne pouvez pas combattre ça sans toute cette propreté-là. Donc on va nettoyer ça. Ça veut donc dire que c'est une opération civique. Je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un. On va travailler à partir des mairies et des chefs de quartier. Si ce jour-là, quelqu'un n'est pas sorti pour aller faire ça, on va régler son problème. Donc c'est comme ça. Oui, est-ce qu'on demande, on ne tape pas les mains. Chacun doit aller mettre les mains à la pâte. On doit le faire. Et je dis que si après, et moi je dis, il faut que les gens qui construisent les immeubles, les machins là, ils sachent qu'ils vont mettre la propriété. Je ne veux plus d'immeubles abandonnés comme ça et tout. Tu as construit, après 10 ans tu n'as pas mis la peinture, on fait une maison sans l'entretenir. Donc 10 ans, il faut donc mettre la peinture. Pour les parents même qui n'ont pas de moyens, on va trouver un moyen. Même si c'est la chaux, comme j'ai dit, on met dans le fût coupé là, on tourne. On fait la propreté. Ça doit être blanc, propre partout là. Si bien que le lendemain, là, quand chacun se lève, il dit que je suis où comme ça. Il voit même que la ville là a changé. Parce que c'est ça qui va te donner l'énergie. C'est ça qui va nous donner l'énergie nouvelle.